La première défaite couvre les années de 1982 à 1986. C'est la suite donc, directe d'un autre livre qui s'appelle Le Premier Amour et qui allait qui couvrait une espèce d'année double qui allait de 1979 à 1981. Le narrateur dans la première défaite a entre 20 et 24 ans et donc vraiment ça commence pratiquement le jour après la fin de son premier amour et donc ça couvre 4 années de souffrance pendant lesquelles voilà, il y a une sorte de chemin vers une renaissance, en tout cas amoureuse. Je ne sais pas si on renaît d'autre chose. Et donc par rapport au premier amour, oui, c'est quelque chose que je pensais bien après l'avoir écrit. C'est que le premier amour en fait est un livre qui est extrêmement joyeux, dont l'écriture pour moi était très joyeuse et qui finit très mal, et que la première défaite c'est un peu le contraire. C'est un livre très malheureux. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui passe son temps à pleurer et en même temps il finit bien. Donc, il finit par une nouvelle rencontre amoureuse. Oui, je pense que c'est encore plus que le premier amour. La première défaite est vraiment un livre qui parle du sentiment amoureux, surtout de ce que c'est aimer quand on n'est pas aimé. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'amour après l'amour, qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux qui, pour une énorme part de la pensée occidentale, est le seul vrai amour, qui est l'amour malheureux, pas l'amour heureux. Donc le personnage passe son temps à souffrir, à aimer sa souffrance et à sentir d'une certaine manière qu'il aime beaucoup mieux l'objet de son amour depuis qu'il est absent. Et finalement, dans toute cette expression de l'amour désespéré, il finit par trouver une forme d'oubli. Il se guérit à travers une sorte de perfection de l'amour. L'ensemble du projet littéraire j'ai des centaines de pages de notes, de détails sur de quoi va être faite chaque partie du projet. Mais souvent, c'est quand je finis un livre que je comprends, oui, d'une certaine manière, qu'est-ce qui m'a le plus intéressé dans le livre. Et dans la première défaite, je pensais que j'allais parler surtout de la douleur, de ce que c'est la souffrance. Finalement, je me suis rendu compte que j'écrivais surtout sur l'oubli. Et donc, c'est un des grands thèmes, je pense que dans tous mes livres précédents et dans les livres qui vont suivre aussi, l'oubli est toujours revendiqué comme nécessaire à la vie, comme plus vivant que la mémoire. Où le narrateur qui essaye d'arrêter d'écrire aussi, il essaye de sortir de la mémoire, d'un rapport au passé qui l'étouffe. Et en fait, dans la première défaite, je me suis rendu compte que ce qui se passait pour le jeune homme qui est amoureux de quelqu'un qui est absent, c'est qu'il commençait donc, au tout début de la première défaite par ne vouloir qu'une chose, c'est ne plus se souvenir, et que cette volonté de ne pas se souvenir le contraignait toujours à la mémoire, et qu'en fait il fait un chemin qui, en 4 ans, le mène au désir de vouloir se souvenir, de ne pas vouloir oublier pour pouvoir écrire tout ce qui s'est passé, et que cette volonté de se souvenir était déjà une volonté qui convoquait l'oubli. De la même manière que à la fin du premier amour, le personnage se rend compte que la volonté d'aimer n'est pas de l'amour, et que la volonté de ne plus aimer est encore de l'amour. Voilà, c'est
passe d'une certaine manière une même réflexion par rapport à une mémoire adulte. Non, le livre fait partie du seul projet littéraire que j'ai, donc qui est une autobiographie qui en même temps constitue les œuvres complètes d'un narrateur qui s'appelle Santiago Amburena, qui partage un certain nombre de points en commun avec moi-même, à part le nom. Donc des choses d'un passé biographique et certains écrits, d'autres écrits sont apocryphes, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans l'histoire comme s'ils avaient été écrits par le narrateur à une époque lointaine, mais ils sont écrits aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ensemble du projet est un peu basé sur l'idée qu'il n'y a pas de différence entre le faux et le vrai dans le passé. Donc, que tout ce qui fait partie de la biographie, tout ce qui fait partie de l'écriture du narrateur n'a pas de lien direct avec une vérité qui serait extérieure au narrateur. En général, quand on parle de vérité dans le passé, c'est parce qu'il y a plusieurs mémoires différentes qui peuvent certifier qu'un événement s'est passé de telle manière. Là, c'est un passé qui a plein de traces écrites, mais tout ce qui a lieu, tout ce qui est donné comme écrit, est le fruit d'une seule perception. Donc, il y a une sorte de géographie qui commence dans le premier amour et qui, même avant, donc, qui amène le narrateur à se promener toujours dans les mêmes endroits, à hanter un peu les mêmes lieux géographiques. Donc ça se passe énormément à Paris, dans le Marais, dans le quartier latin. Ce livre-là, à un certain moment aussi, m'a semblé être une ode à l'île Saint-Louis, parce que c'est là qu'habite le jeune homme de la première défaite. Donc il y a une moitié du livre, les 150 premières pages, et les pages plus ou moins 300 à 450 qui sont extrêmement concentrées dans l'île Saint-Louis. Et entre les deux, il y a un grand voyage qui est la première fois que le jeune homme retourne dans les pays de son enfance, qui sont l'Argentine et l'Uruguay. Une sorte de grand retour et de redécouverte de son passé. Et enfin, il y a quelque chose qui ponctue les 4 années, qui est un voyage estival dans l'île de Patmos en Grèce, qui est une île sur laquelle j'avais déjà pas mal écrit. Et sur laquelle j'écrirai encore, malheureusement pour elle. C'est-à-dire que dans le premier amour, il y avait 2 voyages à Rome avec Philippine, donc avec la jeune fille que le jeune homme aime. Et là, il y a une série de voyages à Rome où il va essayer toujours de chercher pas la réalité de l'être aimé absent, mais de chercher une sorte de perfection de l'absence dans la mémoire. Il arpente beaucoup tous les lieux où il a déjà été avec Philippine, et finalement ça l'amène aussi à quelques rencontres joyeuses. Une autre donnée un peu complexe peut-être du projet, c'est que l'idée d'écrire un seul texte, donc à partir de toute la vie, commence à naître très tôt. Donc les premières allusions ont lieu dans le premier amour, vraiment, même s'il y a des formulations assez vagues dans les livres précédents, et dans la première défaite,
c'est vraiment le moment où le narrateur affirme son devenir littéraire. C'est-à-dire qu'il donc c'est l'histoire de quelqu'un qui écrit tout le temps et qui à un certain moment décide de tout écrire pour ne plus écrire, pour cesser d'avoir ce rapport-là avec la réalité qui passe toujours à travers l'écriture, et en fait aussi à travers la lecture. Et les années de la première défaite, 82-86, c'est vraiment les années où le projet commence à prendre la forme qu'il va avoir finalement, même si le vrai début de l'écriture du projet a lieu à la fin de la partie suivante qui couvre les années 86 à 92. Oui, c'est-à-dire que le jeune homme à qui il arrive tous ces malheurs et tous ces bonheurs est dans une période de sa vie où il lit La recherche du temps perdu en boucle et l'Ulysse de Joyce aussi en boucle. Donc c'est à travers ces deux œuvres qu'il commence à concevoir ce qu'il pourrait écrire lui-même et qui finalement ressemble en partie à ce que j'écris moi maintenant, quelques dizaines d'années après. C'est difficile de parler de Proust et de Joyce comme ça. La manière dont en tout cas le personnage formule le projet, c'est qu'il se dit à un certain moment qu'il faut faire un seul livre de ces deux livres-là qui lui sont des livres les plus importants de la littérature du XXe siècle, qui trouve une formule ironique qui est de faire à Proust ce que Joyce a fait à Homère, c'est-à-dire de réécrire la recherche en l'adaptant à sa vie à lui, en trouvant des avatars à tous les lieux et à tous les événements de la vie de Proust dans les lieux qui ont été les lieux de son passé, à travers les événements de sa vie à lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il reste de ce projet-là dans mon projet littéraire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sans doute les deux auteurs qui m'ont le plus influencé, et que donc ce que j'écris a des points en commun avec ce que mon héros voulait écrire. Après, la formulation que moi je ferais aujourd'hui ne serait sans doute pas du tout celle que le jeune homme de 20 ans, 22, 23, 24 ans faisait à ce moment-là de sa vie. Pour lui, c'est les seules références d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il pense qu'il ne va écrire pendant toute sa vie qu'en référence à Joyce et à Proust. Malheureusement, moi j'ai vieilli. D'une certaine façon, j'ai compris que je n'arriverai jamais à écrire seulement avec ces deux influences et ces deux références. Je dis malheureusement parce que je pense que ça aurait pu donner une œuvre peut-être plus ambitieuse. Et d'une autre façon, voilà, c'est la réalité de ma vie, c'est que je continue à lire. À un certain moment, j'ai arrêté de lire La recherche en boucle et l'Ulysse de Joyce en boucle. Je pense que dans la première défaite, il doit y avoir une centaine d'auteurs qui sont cités. Depuis que j'écris, mon écriture est constamment dépendante de tout ce que je lis. Il y a du Pérec dans la première défaite. Très souvent, parmi toutes les formulations qu'il y a eu de ce projet, il y a eu une formulation
où il y avait un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire que l'idée que dans le premier volume, je serais surtout cité des premiers volumes d'autres auteurs, que dans le premier amour, il y a tous les premiers amours qui sont cités, tout ce que j'ai pu trouver. Dans la première des Fêtes, il y a des citations explicites, entre guillemets, mais bon, il y a les 100 auteurs cités, c'est pas du tout explicite. J'ai un système de citation qui consiste à simplement indiquer par quelques mots en italique, très souvent des citations qui sont indirectes, qui peuvent être vraiment une phrase de quelqu'un, mais qui peuvent aussi faire référence à quelque chose d'autre. J'ai un plaisir terrible pour les citations de citations. Donc, très souvent, quand je trouve une citation de citation, une citation de citation de citation chez quelqu'un, j'ai du mal à ne pas la mettre moi aussi, parce que j'aime bien cette sorte de généalogie qui se crée dans l'écriture. Donc chaque fois plus, les livres deviennent aussi, pour moi, les ouvertures sur tous les autres livres. C'est peut-être par rapport à ce que je disais sur la souffrance d'écrire sur son passé, une des choses qui permet de prendre du plaisir et d'être dans le présent. C'est-à-dire que ça force quand même à beaucoup relire. C'est un système où je classe tous mes vieux papiers, toutes mes vieilles notes. Je fais des dossiers avec mes écrits, en plus d'avoir des cahiers, des blocs comme tout le monde, mais je classe un peu tout ce que j'ai écrit depuis que j'écris, depuis que j'ai 6 ans, de manière à le réutiliser pendant que j'écris. Mais j'utilise tout ce que je garde du passé, c'est-à-dire que j'utilise les lettres, j'utilise les agendas, les cahiers de l'école, tout ce qui est assez désespérant. C'est une belle manière d'être étouffé par son passé, c'est de passer son temps à consulter des traces qu'on a laissées de soi. Donc, il y a une page de la première de Fête où je dis ce sentiment j'écris sur ce sentiment de souffrance assez terrible de passer les années présentes maintenant à écrire sur une période triste de ma vie. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez singulier dans la manière dont l'écriture d'une certaine période conditionne la période où on écrit, autant que la période où on écrit conditionne ce qu'on écrit sur une époque passée de sa vie. Parce que c'est une des choses sans doute les plus terribles de l'autobiographie, comme l'autobiographie est la seule écriture. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs qui ont écrit une autobiographie pendant 1 an, 2 ans, 5 ans de leur vie et qui avant et après ont écrit autre chose. Quand on n'écrit qu'une autobiographie, je ne sais pas quelle est la solution